en Boudanov connaît son travail. Au cours de la journée écoulée, les combattants de Gor à Pokrovsk ont réussi à améliorer les positions des forces armées ukrainiennes. L'opération de nettoyage se poursuit. La Seconde Guerre mondiale est hors de question. Trump a annoncé une paix éternelle avec la Chine. L'OTAN se prépare à la guerre avec la Russie. Le scénario est exposé sur plus de 4000 pages. Nouveau patriote pour l'Ukraine. 2 systèmes supplémentaires en provenance d'Allemagne arriveront dans les prochains jours. Moscou a passé toute la nuit à se défendre contre les drones et plusieurs régions ont de nouveau connu des pannes d'électricité. Aux États-Unis, les célébrations de Halloween se sont transformées en émeutes massives impliquant des mineurs. Bonjour, je m'appelle Vladimir Kariban. Regardez les dernières nouvelles qui comptent pour l'Ukraine et le monde en ce moment. La Seconde Guerre mondiale est annulée. Les États-Unis ont conclu un accord avec la Chine et s'acheminent vers une paix éternelle. Une telle déclaration a été faite la veille par le président américain Donald Trump à la suite de sa rencontre avec Xi Jinping. Ma rencontre avec la présidence de la Chine a été merveilleuse pour nos 2 pays. Cette réunion mènera à une paix et un succès éternel. Que Dieu bénisse la Chine et les États-Unis. Trump a écrit en même temps. Il n'a pas expliqué exactement ce qu'il voulait dire, ni quels accords de paix spécifiques il espérait. Permettez-moi de vous rappeler que les dirigeants des États-Unis et de la Chine ont tenu des pourparlers bilatéraux dans la ville sud-coréenne de Busan, dans la nuit du 29 au 30 octobre, qui ont duré plus d'1 heure et demie. Il s'agissait de leur première rencontre en personne au cours du 2e mandat présidentiel de Trump. Parallèlement, il lutte contre des adversaires moins puissants. Trump, semble-t-il, est prêt. Il a envoyé un groupe de 16 000 soldats américains ainsi qu'une flotte entière de navires et d'avions, rapporte le Washington Post. Selon la publication, les forces comprennent 8 navires de combat de surface, un sous-marin nucléaire et des avions, notamment un bombardier stratégique B-52 et des chasseurs F-35. De plus, le porte-avions Gerald R. Ford a été envoyé dans les Caraïbes avec 5 navires d'escorte. Un tel renforcement de la présence militaire américaine dans les Caraïbes indique que l'administration Trump se prépare à étendre ses opérations dans la région, écrivent les analystes. Parallèlement, il se prépare également au Venezuela. Par exemple, Nicolás Maduro a récemment fait appel à une aide militaire, notamment à la Russie, et il semble qu'il ait reçu quelque chose de ce genre de Poutine. Un avion de transport russe Il-76 utilisé auparavant par les combattants de Wagner a atterri à Caracas. On ignore actuellement ce qu'il y avait exactement à bord. Les analystes notent que ce vol a duré plus de 2 jours, ce qui lui a permis de contourner l'espace aérien des pays occidentaux et d'éviter également les inspections de cargaison dans les pays hostiles à la Russie. Et alors que Poutine essaie avant tout de préserver au moins quelque chose, pendant que des choses font surface en dehors du territoire russe, qui sait ce qui se passe à l'intérieur de la Russie elle-même. Et cette nuit n'a pas fait exception. Une fois de plus, il y a eu des vols, des explosions et des incendies à travers la frontière. Dans le kraï de Krasnodar, des drones ont frappé une raffinerie de pétrole dans la ville de Tuapse. Selon les premières informations, la jetée du terminal pétrolier a été touchée. Un incendie s'est déclaré sur le site de la frappe. La jetée en eau profonde de Rosneft a également été touchée. Il s'agit d'une installation portuaire maritime spécialement conçue pour charger des produits pétroliers sur des pétroliers. Un incendie a également été signalé là-bas. La situation est également tendue dans la région de Koa. Dans la ville de Jalesnogsk, des drones ont ciblé la sous-station électrique locale. En conséquence, une partie de la ville s'est retrouvée sans électricité. Les territoires occupés ont également été touchés. À Vulchesk, dans la région de Louhansk, une sous-station électrique a également été attaquée. En conséquence, une panne d'électricité est toujours en cours dans une partie de la région.
Et il semble que la vie sans électricité ne fait que commencer pour les Russes. Madar a annoncé de nouvelles frappes à longue portée sur le secteur énergétique russe. Le chef des forces des systèmes de drones en a parlé sur sa page Facebook. Une panne d'électricité n'est pas si effrayante. Les forces de défense ukrainiennes vous promettent une adaptation rapide, quoique quelque peu forcée, indique le message. Parallèlement, il semble que les frappes sur l'industrie pétrolière de l'ennemi se poursuivront également. Le gaz et le pétrole brûlent très vite, a conclu Madar. Permettez-moi de vous rappeler que la veille, des drones ukrainiens ont mis le feu à des parties de la région de Moscou et à plusieurs autres régions de Russie. Des problèmes d'approvisionnement en électricité dans ces zones sont encore signalés à ce jour. Nos soldats remportent également des succès sur la ligne de front. Ainsi, le 7e corps des forces d'assaut aérien a déclaré que les forces de défense ont amélioré leur position à Pokrovsk et qu'elles augmentent actuellement le nombre de leurs groupes d'assaut dans la ville. À la suite de contre-mesures réussies, les troupes ukrainiennes ont réussi à améliorer leur position tactique dans plusieurs pâtés de maisons. Les militaires ont noté en même temps que la situation à Pokrovsk reste difficile et dynamique. Il est également rapporté que le nombre d'unités d'assaut à Pokrovsk augmente. Des combattants sont amenés dans la ville par des itinéraires éprouvés. Cela contribue notamment à détruire efficacement la logistique ennemie. Permettez-moi de vous rappeler que hier, il est devenu clair que le renseignement de défense de l'Ukraine mène une opération de contre-attaque audacieuse à Pokrovsk. Les officiers du renseignement ont été transportés par hélicoptère dans la localité. Le chef de l'agence, Kirilo Boudanov, qui dirige l'opération de destruction de l'ennemi, est également arrivé avec eux. Pourtant, malgré cela, des déclarations de Moscou affirmaient toujours que Pokrovsk était encerclé. Et dans une tentative d'améliorer en quelque sorte leur position, la Russie a recours à des assauts de vagues humaines vraiment incroyables. En même temps, ils envoient tout le monde sans distinction dans le hachoir à viande. Plus d'informations sur le chaos qui règne dans l'armée des occupants dans notre prochain reportage. Les blessés et les estropiés sont envoyés à l'assaut et ceux qui sont jugés indésirables parmi les soldats sont simplement éliminés. Et si quelqu'un ne veut pas signer de contrat, il finira par le signer quand même. Mais le soldat nouvellement nommé ne le découvre qu'après coup. Il est également pratiquement impossible de quitter l'armée. Même les parents isolés qui, en vertu de la loi, devraient être libérés sans problème, se voient refuser leur libération. Leurs enfants sont simplement placés dans des orphelinats pendant cette période. Selon les parents isolés interrogés par d'autres, les commandants peuvent au début simplement ignorer le rapport, refusant d'accorder la libération verbalement. Si les documents SONTA sont acceptés, après tout, ils peuvent être perdus. Et les soldats continuent de servir pendant que leurs enfants vivent temporairement avec des proches ou sont placés dans des orphelinats. Ainsi, il s'avère qu'avec un père vivant, les enfants sont orphelins. Mais vraiment, que pouvons-nous dire de la libération d'un homme en bonne santé alors que dans l'armée russe, il ne libère même pas les soldats gravement blessés? Pourquoi le ferait-il? En bonne santé, mais il manque une jambe. Oh, ce n'est qu'une jambe. Eh bien, mon garçon, c'est le ciel, mais ce n'est qu'une jambe. Il est assis ici depuis des jours, lui aussi. Qu'est-ce que j'essayais de dire avec ça? Ils sont entrés, ont regardé autour d'eux, ont demandé qui était là et pourquoi, et on leur a expliqué les raisons. Très bien, les gars, j'ai compris. Et ils sont partis. Ces occupants partiront bientôt pour leur dernier assaut de chair. Le fait que certains d'entre eux aient des membres manquants n'intéresse personne. Leurs commandants les utilisent simplement comme de la chair à canon jetable. Certains occupants croient encore que l'État va les aider. Alors ils se plaignent au médiateur du Kremlin de se voir refuser des soins médicaux ou de recevoir un mauvais traitement. Le nombre de ces plaintes a quadruplé en 2 ans, passant de 459 à 976. Un homme, dont la femme a déposé la plainte, a été envoyé dans un hôpital de première ligne pour y être soigné, puis a été renvoyé à une commission médicale militaire pour déterminer son aptitude au service.
Après avoir été transféré à l'unité militaire pour recevoir un ordre pour la commission médicale, il avait été envoyé à la ligne de front à la place. Depuis mai 2024, il est considéré comme porté disparu au combat. Après des blessures ou des problèmes de santé préexistants, tous les soldats ne bénéficient pas de suffisamment de temps pour une réadaptation complète et appropriée. Il arrive qu'un soldat soit envoyé sur la ligne de front malgré les recommandations des médecins de poursuivre le traitement et le besoin de réadaptation. En conséquence, il y a des soldats sur la ligne de front qui sont physiquement incapables de mener à bien des missions de combat. Mais au moins, ceux-là sont allés au front de leur propre chef. Et il y a des cas où les hommes russes ne découvrent qu'après coup que leur profession a changé. Recrutement noir, recruteurs noirs, ils se sont tournés vers les trafiquants d'êtres humains. Nous avons essentiellement un trafic d'êtres humains qui se déroule actuellement pour fournir des personnes au front. Tout le monde, sans exception, se retrouve pris entre deux feux. Paralysie cérébrale, maladie mentale, membres manquants, tout cela est considéré comme trivial. L'armée russe trouvera une utilité à cela. Les administrations locales sont bien sûr au courant de tout cela. Elles encouragent même et aident. Dans mon village natal de Kini-Tcherkassy, ils ont saoulé un type de Sibérie. Ils l'ont marié à une femme plus âgée aux mœurs légères et à faible responsabilité sociale. Ils l'ont envoyé au front où il a été tué. Et maintenant, il réclame une indemnisation en tant que sa femme, même s'il ne l'a jamais vue de sa vie. Ces commandants peuvent aider à l'élimination d'un tel soldat russe. Les occupants se plaignent que les soldats swatniks indésirables sont souvent envoyés dans des assauts suicidaires. L'un de ces rôles, pendant un assaut dans l'armée, est appelé balise. L'occupant est envoyé sans armes, ni gilet pare-balles, pour exposer les positions de tir des troupes ukrainiennes. Vous courez, c'est tout. C'est un voyage aller simple avec un détachement de blocage derrière vous. Ils ne vous laissent pas revenir. Votre seule chance de survivre est d'être blessé et d'être évacué. Les occupants de Solane admettent que les commandants éliminent non seulement leurs propres troupes, mais aussi tuent des civils. Un soldat russe a raconté comment son commandant avait entré les mauvais airs coordonnés, ce qui avait entraîné une frappe d'artillerie sur un village. De nombreuses personnes sont mortes, dont des enfants. Il n'a découvert ce qui s'était passé qu'après que l'administration de la soi-disant LNR s'est plainte au commandement dans le « We basically mixed up the target, basically with the GRD system, with the Urugan system ». They were assigned to the same grid squares, and the girl who was on duty at the council, she just mixed them up. The captain, and what about me? They just give me the numbers to call the battalion commander. So how do you feel? I'm fine. 12 children and 9 women. Bien sûr, l'incident a été étouffé. Et à la télévision russe, ils ont rapporté que des militaires ukrainiens étaient censés se trouver dans ce village. Et ce ne sont là que les histoires qui ont été révélées ces derniers jours. En réalité, la situation est bien pire. Et chaque jour qui passe, elle ne cesse d'empirer. Chaque voix compte. Rejoignez notre communauté. Soutenez le journalisme indépendant et aidez-nous à vous apporter la vérité depuis l'Ukraine. Devenez membre de Ukraine aujourd'hui. Rejoignez-nous maintenant. Ils arriveront dans les prochains jours. La semaine prochaine, l'Ukraine recevra 2 systèmes de défense aérienne patriotes supplémentaires. L'Allemagne finalise la procédure de transfert. La livraison de 2 lanceurs MIM-504, patriotes provenant des stocks de la Bundeswehr à l'Ukraine, annoncée début août 2025 et largement financée par le Danemark, la Lituanie et la Norvège, devrait être achevée dans les prochains jours, selon la page du projet allemand d'aide à l'Ukraine. Permettez-moi de vous rappeler qu'au cours de l'été, le chancelier allemand Friedrich Merz et le premier ministre norvégien Jonas Gahr ont convenu de transférer 2 systèmes patriotes complets à l'Ukraine. Patriotes. Auparavant, ils étaient en service actif auprès de la Bundeswehr. À son tour, l'OTAN n'oublie pas non plus la menace du Kremlin. L'Alliance a élaboré un plan contre d'éventuelles attaques russes qui s'étend sur près de 4500 pages.
Selon la publication allemande Diev, le document est intitulé « Le concept de la ligne de dissuasion sur le flanc oriental ». Il a été élaboré avec la participation des 32 membres de l'OTAN sous la direction du commandement suprême des forces terrestres de l'Alliance. Il concerne notamment le renforcement des unités de combat, le redéploiement de matériel lourd et l'utilisation de drones et de systèmes autonomes. Un autre sujet clé est l'amélioration de la coordination et du partage d'informations entre les alliés. Parallèlement, l'un des généraux à la retraite de l'OTAN a déclaré à la publication que le régime russe est déjà dans la phase dite zéro. En d'autres termes, il est pleinement préparé à un affrontement avec l'OTAN. Mais les pays les plus proches de la Russie semblent être laissés de côté. L'un des pays membres du flanc oriental est la Finlande. Et là-bas, ils sont déjà passés des documents aux actions concrètes. Le gouvernement rappelle les réservistes et se prépare à mener les plus grands exercices où ils se prépareront sérieusement à se défendre. Agissant de manière proactive, la Finlande déploie 15 000 soldats à la frontière avec la Russie. Les Finlandais se préparent à la plus grande série d'exercices militaires de cette année. Des conscrits, des réservistes, des soldats professionnels, ainsi que des unités des pays alliés, la Suède et le Royaume-Uni y participeront. Comme l'ont rapporté les forces terrestres du pays, le but des manœuvres est de tester la capacité de l'armée à défendre l'État et à renforcer la coopération avec les alliés de l'OTAN. Il s'agit d'une réponse appropriée du bloc de l'OTAN aux actions agressives du pays occupant. Sur le territoire du pays occupant, à proximité des frontières de la Finlande, on observe actuellement une construction technique intensive de nouvelles bases militaires. Ce sont les forces armées du pays occupant dont nous parlons. Et à Petrozavodsk, Kandalakia et d'autres localités sur le territoire de la Fédération de Russie, ce qui indique le redéploiement d'unités de l'armée russe directement près des frontières de la Finlande. L'un des épisodes les plus importants sera l'exercice Lively Sentry, qui se déroulera dans le sud de la Finlande du 27 novembre au 4 décembre. Près de 7000 participants y seront impliqués. La Russie a constamment fait comprendre à la Finlande que la menace planait. De plus, il y avait un élément constant de pression militaro-politique sur la Finlande dans le but, par conséquent, de maintenir son soi-disant statut neutre. Il est donc absolument infondé de dire qu'après l'occupation des territoires finlandais, des relations de bon voisinage amicales se sont établies. La présence militaire russe près de la Finlande augmentait régulièrement et constamment avec le temps. Au printemps 2023, la Finlande est devenue membre de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Cela a provoqué une vive réaction de la Russie, détériorant les relations bilatérales. De plus, la Finlande a imposé des sanctions contre la Russie et a refusé d'accorder l'asile aux Russes fuyant la mobilisation. Après cela, le laquais de Poutine a commencé à reprocher aux Finlandais tous les péchés à chaque occasion. Par exemple, en septembre, l'ancien président alcoolique Dmitry Medvedev a décidé que la Finlande se préparait à attaquer la Russie. Après avoir rejoint l'OTAN sous le couvert de mesures défensives, Helsinki poursuit une ligne de confrontation en se préparant à la guerre avec la Russie, établissant apparemment un tremplin pour une attaque contre les États-Unis. De plus, selon lui, la Russie mériterait prétendument de droit des réparations de la Finlande pour la Seconde Guerre mondiale. Soi-disant, à l'époque, ils en ont trop peu payé grâce à la bonne volonté. Cette évolution est spécifiquement attribuée aux actions et à l'influence des Russes, dont l'implication a été un facteur déterminant dans la formation du cours et du résultat de ces événements. Suite au Medvalcolik, le chef de la commission de défense de la Douma d'État, Andrei Kartalov, a fait des déclarations agressives. Il a déclaré, ou plutôt menacé, que la Russie est prête à se défendre à tout moment. Ils ont tout ce dont ils ont besoin pour cela. Medvedev en avait également parlé auparavant. Nous ne pouvons pas négliger ou ignorer le fait que la Finlande est actuellement membre de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Cela implique et nécessite clairement des changements dans nos approches militaires pour sécuriser la frontière et répondre à d'éventuels actes hostiles. Les dirigeants politiques et militaires de la Finlande font tout leur possible pour souligner qu'une attaque de la Russie serait un acte de suicide.
Cela est également mis en évidence par la formation de nouvelles unités militaires dans le district militaire de Leningrad et, par conséquent, le déploiement d'infrastructures militaires directement près des frontières de la Finlande. Il a été signalé précédemment que la Finlande avait offert à l'OTAN d'établir une nouvelle base militaire sur son territoire. Helsinki, qui pourrait devenir une base pour de grands drones de reconnaissance de l'OTAN. Changement de régime en raison des sanctions américaines. Les restrictions de Washington contre le lucile russe pourraient entraîner une chute du pouvoir en Bulgarie et déclencher des manifestations de forces pro-russes. Cela a été rapporté par Politico. La publication écrit qu'il existe une grande raffinerie de pétrole à Burgos, en Bulgarie, qui appartient à Lukoil et fournit 80% des besoins en carburant du pays, ce qui a un impact économique important sur l'État. Par conséquent, selon des sources de l'agence, les autorités bulgares négocient avec la Maison-Blanche pour reporter le début des mesures, les sanctions, afin que les opérations des raffineries ne soient pas interrompues. Les analystes et les politiciens estiment que le retrait de l'USIL de Bulgarie menace une pénurie de carburant à grande échelle, ce qui pourrait à son tour déclencher des manifestations publiques et accélérer l'effondrement du gouvernement. Et enfin, des manifestations de vacances aux États-Unis, ou comment ne pas célébrer le jour des morts. À Washington, les célébrations de Halloween se sont transformées en émeutes massives. La raison en était une foule de jeunes qui ont violé le couvre-feu. Cette règle a été introduite par l'administration Trump pour les mineurs afin de réduire la criminalité dans les rues. Mais tout le monde n'était pas satisfait de telles règles pendant les vacances, loin de là. En conséquence, la police et la garde nationale ont dû disperser avec des matraques les vampires, les skulls et les fantômes mineurs. Sur ce, je vous dis au revoir. Plus d'informations seront diffusées à 16 heures. En attendant, n'oubliez pas de laisser vos commentaires sous cette vidéo. Et n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour en savoir encore plus.